Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. Et c'est l'une des stations françaises les plus cotées, une île au soleil située à quelques kilomètres de Grenoble. L'Alpe d'Huez a vu son premier téléski en 1936, donc si mes calculs sont bons, elle entame sa 90e saison en battant des records d'affluence, une fréquentation qui ne devrait pas faiblir cet hiver avec les temps forts qui s'annoncent. Sébastien Bérignard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez. J'imagine que vous avez le sourire en ce début d'hiver 2026. Jusque-là, tout va bien, pourvu que ça dure. Non, oui, ça se passe bien. Bon, je le disais en introduction, la station a bat des records de fréquentation. Elle a lancé sa saison début décembre. Premier jour d'ouverture et plus de 10 000 skieurs étaient déjà présents sur les pistes. Oui, c'était le jour d'ouverture record, pour reprendre votre terme. Il n'y a jamais eu autant de monde sur un jour d'ouverture. Alors, c'est loin des périodes comme on vient de passer à Nouvel An, où on arrive à quasiment 30 000 skieurs sur la journée sur le domaine. Mais oui, c'est des très, très beaux chiffres. On a la chance d'être en altitude, d'avoir cette garantie neige, d'avoir une belle notoriété. Donc, ça attire du monde. C'est bien pour tous. Bon, on les voit, ces premiers skieurs de la saison, ils étaient 10 600 exactement pour l'ouverture des pistes. Vous parlez de 30 000, on peut en accueillir jusqu'à combien des skieurs sur un domaine skiable aussi grand que l'Alpe d'Huez? Alors, ça peut aller plus loin. En fait, le calcul, il se fait par rapport au débit de remontée mécanique qu'on additionne les uns aux autres. Mais il y a une réalité du terrain qui fait que les gens ne se répartissent pas uniformément partout. Il y a des pistes qui sont plus plébiscitées et d'autres secteurs beaucoup moins. Et de fait, on ne peut pas aller à la capacité maximale des remontées. Il y a aussi une histoire de confort du vacancier et bien sûr de sécurité sur les pistes. Donc, quand on est à 30 000, on n'est pas loin des seuils maximales qu'on peut tolérer sur le domaine. Bon. Combien de lits touristiques sur une station comme la vôtre? Alors sur l'Alpe d'Huez en elle-même, 28 000 lits touristiques. Mais l'Alpe d'Huez, l'espace Alpe d'Huez, c'est 5 stations. Il y a Villars, il y a Auris, il y a Auze et Vaujany. Donc au total, c'est 42 000 lits. Quand on met l'ensemble sur l'ensemble du territoire et sur le domaine. C'est 5 stations, c'est 42 000 lits et 28 000 pour l'Alpe d'Huez. Bon, et puis une clientèle locale, notamment venue du bassin grenoblois qui monte régulièrement, le week-end en particulier. Bah oui, la proximité fait que, et puis avec les deux Alpes, avec nos voisins des deux Alpes, c'est vrai qu'on a une grosse fréquentation pendulaire, on appelle ça, à la journée, où ça monte et ça redescend le soir. Donc on s'en plaint pas, bien sûr, mais ça vient s'ajouter effectivement à ces gens qui sont en séjour sur nos stations. Bon, ce qui attire aussi sûrement la clientèle, c'est l'aménagement du domaine skiable avec des remontées mécaniques performantes. Et il y en a une nouvelle notamment qui a été inaugurée pour cette saison, qui permet justement de rejoindre l'une des stations, aux Onoisans, de la connecter avec la partie centrale du domaine de l'Alpe d'Huez. Oui, il y a un gros programme piloté par la SATA qui s'appelle Altitude 3003, qui s'étend jusqu'en 2030, qui prévoit plus de 300 millions d'euros d'investissement. Et cette année, c'était une des étapes importantes parce qu'il y a effectivement le télécabine de Poutran qui a été remplacé, un beau télécabine 10 places tout neuf. Mais il y a aussi eu le Rifnel qui a été remplacé et prolongé là aussi par un télécabine 10 places pour rejoindre, et le changement des cabines du Pic Blanc. Donc oui, des investissements conséquents, mais c'est nécessaire parce qu'on accueille du monde. Il y a cette exigence d'essayer au maximum de limiter les temps d'attente, même en période d'affluence très forte. Donc ça va avec, d'offrir du confort. Les remontées d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les anciennes. Elles vont plus vite, elles sont plus confortables. Quand on passe les pylônes, on n'est pas secoué dans tous les sens, etc. Donc c'est une logique d'entreprise, je dirais, qui se doit d'évoluer pour répondre aux attentes de ses clients. Oui, mais il y a encore quelques décennies, on passait plus de temps quand on allait au ski à remonter qu'à descendre. Les télésièges ou les téléskis n'allaient pas très vite. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a eu une révolution il y a 25 ans, on va dire, avec l'arrivée des débrayables. Clairement, nos jambes ne se sont pas tant améliorées. On serait un petit peu plus qu'il y a 25 ans, mais quasiment la même chose. Par contre, pour faire ce dénivelé quotidien, on mettait plus de 6 heures il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 4 heures. On skie autant, mais en beaucoup moins de temps. C'est évidemment lié à la progression des remontées mécaniques. Et puis, ça a une conséquence aussi, c'est que les gens ont plus de temps à occuper en dehors des pistes de ski, et donc la nécessité pour les stations de se diversifier. Alors, on parlait des remontées mécaniques, il y a quand même eu un petit couac. Il ne faut pas que tout soit rose pour vous. Il y a eu un petit couac en début de saison avec une tempête qui a mis hors de service une des remontées phares de la station, le téléphérique du Pic Blanc, qu'on voit là sur ces images, qui permet d'accéder au plus haut point du domaine skiable. Tout à fait, vous avez les images, c'est les nouvelles cabines, là vous voyez, on était en train de les changer, il y a une rénovation et donc de nouvelles cabines plus confortables, plus grandes, et la tempête Benjamin vers le 23 octobre a fait souffler très fort le vent, il y a eu du givre, enfin bref, des conditions très compliquées, mais
comme souvent quand on dépasse les 3000 mètres d'altitude. Et il y a eu de gros dégâts. On a un contrepoids qui est remonté dans le plafond. Quand tu parles d'un contrepoids, on parle de plus de 30 tonnes. J'imagine, pour faire le contrepoids d'un téléphérique. Donc de 30 tonnes qui a pris un coup, qui est remonté dans le plafond de la gare. Et donc franchement, on a été un peu inquiets parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir réparer très rapidement. Et globalement, on espère là maintenant, c'est un peu lié évidemment toujours aux conditions météo, mais qu'on sera réouvert pour le mois de janvier, donc c'est un moindre mal. On a des stations confrères qui ont vécu ça, Val Thorens l'année dernière, les grands montées encore à Chamonix. Fermé pendant plusieurs saisons pour les grands montées. Courchevel avec la Solire ou Tignes avec la Grande Motte. On le sait tous, c'est pas des erreurs, mais au-dessus de 3000 mètres, on est vraiment dépendant du climat, de la météo. Et quand ça arrive sur des périodes de travaux comme ça, forcément, il y a toujours un risque important. Ouais. Bon, en plus, c'est un atout pour une station. Le point culminant, c'est assez symbolique. Il paraît que de là-haut, on voit un cinquième du territoire français. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou une réalité. On me l'a vendu. Je ne parierai pas non plus, mais par contre, ce que je peux confirmer, et vraiment qu'on voit, on voit jusqu'au Mont Ventoux d'un côté, on voit le Massif central de l'autre, on voit bien sûr le Mont Blanc et on voit l'Italie jusqu'au Mont Rose. Donc ouais, on voit quand même une jolie partie. Je ne sais pas si c'est du territoire français, mais du territoire européen alpin très très largement. Non, c'est un panorama qui est classé au guide Michelin avec des belles étoiles, donc c'est vraiment un point de vue remarquable. Ouais. Bon, il faudra attendre le mois de février pour pouvoir remonter en téléphérique au sommet, dans le confort. Mais il y en a qui prennent les skis de randonnée, je crois, pour profiter de cette partie qui pour l'instant est un petit peu privilégiée. Complètement, ça fait un très beau domaine hors piste en ce moment pour le ski de randonnée qui est bien utilisé avec les belles conditions. Ouais. Bon, en attendant la réouverture de son téléphérique, l'Alpe d'Huez est en train de mettre son habit de lumière pour accueillir un des temps forts de la saison, le festival du film de comédie qui est vraiment ancré dans l'activité, l'animation de la station, avec pendant une semaine une pléiade de comédiens, de comédiennes, le monde du cinéma a rendez-vous dans votre station, Sébastien. Oui, on a la chance, comme vous le dites, depuis un petit moment, puisqu'on fête la 29e édition cette année. Donc ça commence à être un rendez-vous bien récurrent et bien installé. Et oui, au niveau de la comédie, alors comédie très large, aussi bien dramatique que policière, qu'humoristique, enfin tout ce qu'on veut. Et on retrouve des équipes de films, des acteurs chaque année qui reviennent, qui sont très contents, qui nous font une très belle promotion pour la station. Ils passent de bons moments parce qu'on est dans... Alors bien sûr, il y a une compétition, il y a des films, etc. Mais ça reste dans une ambiance vraiment bon enfant, accessible. L'autre point vraiment majeur et intéressant, c'est que toutes les séances de projection sont gratuites. Donc il y a un énorme public. On a ouvert des salles de projection en plus et on arrive malgré tout de temps en temps à refuser du monde. Donc c'est quelque chose qui mélange à la fois le milieu professionnel avec ce côté compétition sur le film. Film d'humour au sens très large et en même temps accessible au public. Donc c'est vraiment très bien pour la station. C'est, comme vous l'avez dit, un des gros temps forts de l'hiver. Ouais. Bon, on peut croiser les stars de cinéma aussi sur les pistes et dans les remontées mécaniques pendant cette semaine-là. Donc c'est pas désagréable pour ceux qui aiment. Partout, dans les restaurants. Oui, il y en a beaucoup. Voire dans les boîtes de nuit parfois, certains qui s'y aventurent tard dans la nuit. Vous parliez de la 29e édition, la 30e c'est pour 2027, ce sera un anniversaire. Alors j'ai vu que le directeur du festival a menacé à l'occasion de cet anniversaire de quitter l'Alpe d'Huez. Alors j'imagine que c'est pas une menace que vous avez pris à la rigolade pour le coup. Non, je dirais même c'est pas une menace, c'est plus un avertissement global qu'on a déjà identifié et qu'on avait nous déjà fait et quelque part il a repris. C'est vrai que quand le festival du film a été créé il y a presque une trentaine d'années maintenant, il était installé sur le mois de janvier, qui était une période creuse pour la station et pour les stations en général. Les temps ont changé beaucoup. Aujourd'hui, on va faire le mois de janvier, sur les 5 semaines, on va être à 80% de remplissage de moyenne. Donc c'est vrai que trouver de la disponibilité en termes d'hébergement, c'est très compliqué. Et les prix, c'est malheureusement la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez personne, les prix étaient bas. Aujourd'hui, les prix sont très élevés. Et pour le coup, ça remet en question l'équilibre financier du festival. Donc il y a un vrai sujet. Les hôteliers, les chambres d'hôtes, les résidences de tourisme, les agences sont déjà très remplies. Donc c'est vrai que c'est pas évident si on se met à leur place de dire je vais casser ma semaine pour donner 1 ou 2 nuits à une équipe de film qui va rester 2 jours alors que je pourrais vendre la semaine. Mais de l'autre côté, si on regarde, effectivement, si aujourd'hui on est bien rempli, c'est parce que depuis des années, il y a ces événements qui ont assuré la notoriété de la destination et ont permis de la faire connaître et donc de mieux la remplir aujourd'hui. Donc c'est un petit peu un cercle compliqué, c'est un nœud là qu'on essaye de travailler ensemble. Donc oui, il y a un vrai sujet parce qu'il y a un déséquilibre financier, ce qui ne peut pas perdurer. La station souhaite garder le festival, les organisateurs souhaitent rester, mais il faut qu'on arrive à trouver une solution qui est tout sauf simple. Oui, j'allais dire, vous, en tant que directeur d'office de tourisme, vous ne pouvez pas contraindre les professionnels à baisser
baisser leur prix. Donc non, bien sûr, on n'a aucun pouvoir législatif ou quoi que ce soit. C'est simplement de la persuasion, de l'explication et de la pédagogie, en expliquant que oui, si aujourd'hui on vit bien, c'est aussi parce qu'il y a eu ces actions dans le temps et qui font la notoriété de la destination. C'est un petit peu la logique d'investir pour récolter à un moment donné. Mais c'est vrai que quand ça se remplit naturellement tout seul, et puis il y a 30 ans, tous les gérants d'hébergement n'étaient pas là, ils n'ont pas cette image. Ils voient aujourd'hui les mois de janvier. Alors, une des solutions, ça pourrait être aussi de décaler les dates. C'est des choses dont on discute, mais c'est pas simple parce qu'il y a le calendrier des films au sens large et de l'industrie du cinéma, des autres festivals en France. Bref, il y a différentes pistes à travailler, mais oui, on est sur un problème qui existe. On verra si la 30e elle aura lieu à l'Alpe d'Huez, ça c'est oui, sûr. C'est sûr, le contrat est signé, c'est pour après. C'est à partir de la 31e que la question se pose. Est-ce que ça veut dire que la station est victime finalement de son succès ces dernières années? On critique beaucoup le monde de la montagne, des stations de ski, en disant que c'est un modèle qui va se terminer. Et puis en fait, vous êtes là à me dire que vous faites le plein plus qu'avant. Pas que nous, je dirais. Je pourrais parler, j'ai pas ce titre-là, mais pour l'ensemble des stations d'altitude quasiment. Alors oui, le modèle, il va se terminer, c'est une certitude, on le voit, le réchauffement, et même en altitude, on est impliqué. La question, c'est quand? Et sur l'altitude, aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous disent qu'au moins jusqu'en 2050, on va garantir ce même mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer sans rien faire. Il faut profiter de ces belles saisons pour aujourd'hui investir pour le futur. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est une nécessité. C'est un peu en train de devenir un marché à deux vitesses. Le monde du ski, les stations plus basses souffrent de plus en plus. Et les clients qui allaient dans ces stations plus basses choisissent l'altitude. Donc, on a un afflux sur l'altitude. Ça ne durera pas éternellement. Il y a forcément des hausses de prix qui s'accompagnent de tout ça. Donc, il y a des vrais sujets de fond qui remettent les choses en question. Mais force est de constater que ces dernières années, l'économie des sports d'hiver continue à bien fonctionner. Ce qui ne veut pas dire que ça va durer 50 ans. Mais en même temps, et là, quelle industrie aujourd'hui a une visibilité à 25 ans? On a la chance d'avoir ça, donc là, c'est notre responsabilité d'utiliser les moyens qu'on engrange aujourd'hui pour préparer la suite, en sachant qu'elle ne pourra pas être la même, et qu'elle est déjà plus la même qu'il y a 20 ans. Donc voilà, c'est un petit peu l'enjeu. Donc oui, les stations d'altitude continuent à bien se porter. Il y a un décalage pour les stations plus basses qui en souffrent. Et aujourd'hui, encore une fois, on a cette chance de pouvoir mobiliser des moyens pour préparer l'avenir. Bon. Pour finir, on a quelques images d'un autre temps fort de la saison à l'Alpe d'Huez, qui est plus récent que le festival, mais qui commence à faire aussi son trou, on va dire, dans la station Iséroise. Qui a déjà fait un beau trou. Oui, qui a déjà fait un beau trou. Un gros trou, c'est le Tomorrowland qui a lieu au mois de mars, qui est un festival de musique électro, à la fois en plein air, en salle aussi, avec des infrastructures qui sont montées pour l'occasion. C'est une organisation très importante. Démentiel. Démentiel. Ils sont extraordinairement professionnels. Pour vous donner un ordre d'idée, on commence à installer les premières choses pour le festival qui est fin mars. Au mois d'octobre. Ah oui, quand même. Donc voilà, donc c'est colossal. Ça accueille 30 000, l'année dernière, en 2025, il y a eu 30 000 festivaliers sur la semaine, donc à peu près 22-23 000 par jour. Ça va encore un petit peu grossir cette année. Vous l'avez dit, la musique commence à 12h et se termine à 2h du matin, donc il y a 14 heures de concerts sur différentes scènes à différents endroits, des fois simultanément dans la station, avec un line-up d'artistes qui sont les plus pointus, les plus connus de la musique électro. Et donc oui, c'est comment je vais dire ça, c'est un appel d'air incroyable pour la destination au niveau international, parce qu'on sort un petit peu exclusivement de la notion de sport d'hiver et on parle de montagne. On emmène des gens à la montagne qui ne sont pas forcément des glisseurs, pas forcément des pratiquants, et qui découvrent et qui reviennent. On a des chiffres très précis maintenant depuis quelques années, donc c'est intéressant, ça nous permet d'élargir notre panel, et ça rentre un petit peu dans cette logique aussi de diversification, où on sait que le ski ne va pas durer éternellement, il faut imaginer d'autres choses, ça en fait partie. Tomorrowland a été un coup de boost formidable pour l'Alpe d'Huez, ça l'est toujours au niveau international, donc on est vraiment ravis de les accueillir, et je pense que les gens qui viennent sur ce festival, je n'ai pas rencontré de gens qui repartent en disant... Ouais, bof. On est pas déçus. Non, j'ai jamais entendu ça. Bon, 100% satisfait avec tout le monde. 100%, je sais pas, mais vraiment énormément. Fin mars. On a un petit rituel pour finir cette émission. Sébastien, ça se passe en photo. Ça s'appelle la photo finish, une photo qui s'affiche et qui doit normalement vous faire réagir. La voilà.
Est-ce que vous le reconnaissez? On va avoir pas mal de jaunes pendant une dizaine de jours à l'Alpe d'Huez au mois de juillet. On a la chance qu'ASO nous ait fait un sublime cadeau en nous programmant 2 arrivées successives à l'Alpe d'Huez les 2 derniers jours avant Paris, donc le vendredi et le samedi 24-25 juillet à l'Alpe d'Huez, avec des étapes colossales. Et on a la chance en plus d'accueillir le dimanche d'avant, le 19, l'étape du Tour amateur. Qui rassemble 16 000 compétiteurs. Et puis le village départ dès le jeudi 16. Donc du jeudi 16 au samedi 25, ça va être très jaune et vraiment Tour de France à fond à l'Alpe d'Huez, qui est déjà une montée mythique. Mais là, on dit merci à ASO et aux organisateurs. Ah oui, c'est vraiment un temps fort, le temps fort, je pense, de la saison estivale en Isère. C'était Tadej Pogačar qu'on a vu, qui n'a jamais gagné à l'Alpe d'Huez. Il y a eu 32 arrivées dans l'histoire. Alors, je suis d'accord, il les a pas toutes faites. Non, je crois pas. Il était là pour la dernière en 2022, mais c'est pas lui qui s'était imposé. Là, il a 2 chances supplémentaires. Vous rêvez d'avoir le maillot jaune sur la ligne d'arrivée en train de lever les bras dans votre station? Je le connais pas personnellement, mais de ce qu'on entend et de ce qu'on sait, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui aime le vélo, et l'Alpe d'Huez, ça fait partie des noms mythiques. Je pense qu'il les a déjà en tête. Je pense qu'effectivement, même si la course est faite, il aura sans doute envie, si les conditions se prêtent, d'aller inscrire son nom au palmarès. Et nous, on serait évidemment ravis de l'accueillir sur cette fabuleuse liste qui commence par Coppi en 1952. Et pourquoi pas faire le doublé? Ce serait le premier à faire un doublé la même année à l'Alpe d'Huez, puis il n'y a jamais eu 2 arrivées de suite. Donc je pense que ça aussi, il peut l'avoir en tête, le Slovène, pour le prochain Tour de France. Donc rendez-vous en juillet. D'ici là, vous avez toute la saison à faire. Je vois que vous avez déjà pris des belles couleurs sur les premières semaines. Donc, vous l'avez dit, on a la chance d'être bien exposé en altitude. Et oui, c'est une belle saison pour l'instant avec des belles conditions météo. Merci d'être descendu en bas à Grenoble pour nous présenter cette saison.